Découvert. Sandra vous fait découvrir une face autre de l'invité. À Découvert vous révèle exactement ce que vous pensez savoir. À Découvert, c'est tous les dimanches sur la station régionale CRTV du littoral. Bonsoir amis auditeurs et merci de nous rester fidèles. Nous sommes avec le prince Nkouma Ndoumbe III qui est le président de la Fondation internationale Afrique à venir et il est un professeur d'université. Avec lui, nous allons découvrir tout sur la fondation, tout sur l'histoire et tout sur Afrique à venir dans son intégralité. Bonsoir Prince. Bonsoir Sandra Etundi. Merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe d'A Découvert chez vous. C'est avec un grand plaisir que je le fais et pour les auditeurs aussi de la CRTV. Qui est Prince Nkouma Ndoumbe III? Et je suis le prince Bele Bele c'est Bonaberi. Je suis le fils de Ndoumbe Koum III Jean et de Kale Bébé, c'est-à-dire que je suis le petit-fils de Lok Priso, puisque c'est le papa de mon père s'appelait Kouma Mbappé Lok Priso. C'est lui qui était le roi des Bele, c'est-à-dire qui régnait sur tout ce côté du fleuve avant que les Européens ne prennent ce pays. À l'âge de 15 ans, on m'a envoyé en Allemagne, c'est-à-dire comme le prince Alexandre Douala Mangabel, et lui qui est parti, alors lui il est parti même à l'âge de je crois 2 ans ou 4 ans. Plusieurs princes sont partis comme ça, mais moi je suis parti vraiment à l'époque où le Cameroun venait juste d'être indépendant, en 1961 que je suis parti. J'ai fait toute ma formation en Allemagne, j'ai fait tout mon lycée en Allemagne. C'est vrai qu'au début j'ai quand même fait la 6e au lycée Leclerc, la 5e au collège Alfred Sacker, mais sinon tout mon cursus, j'ai fait ça à Munich. C'est-à-dire mon cursus secondaire, j'ai fait un lycée de mathématiques et de sciences et j'ai donc eu un bac maths sciences à Munich. Bon, mais ensuite je suis parti parce que je voulais quand même, je savais que le Cameroun était francophone et je voulais améliorer mon français et je suis donc parti faire mes études à Lyon, l'université de Lyon 2 en France, et là-bas j'ai obtenu 2 doctorats différents. En 1975, lors de la même soutenance, le jury m'a donné 2 doctorats. Un doctorat en études germaniques et un doctorat en histoire. C'était assez exceptionnel ce qui s'était passé là, et avec ces travaux, j'ai même été coopté, un jeune là de 28 ans, comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que j'avais donc apparemment révélé des choses que personne ne connaissait encore sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je viens donc dans ce comité-là où sont assis les généraux russes qui ont fait la guerre, les généraux américains, les généraux français, les résistants français, etc. Et j'ai été coopté, comme on dit, à titre purement individuel, puisque je ne représentais aucun État, je ne représentais aucune commission nationale. Bon, mais c'est pas mes travaux que je suis entré là-bas. Après, mon idée, c'était que même si je suis venu en Europe, moi, je ne suis pas venu en Europe pour rester en Europe, parce que nous sommes à une période charnière de l'histoire où chacun doit venir donner sa contribution. Donc, malgré le poste qu'on m'a donné à l'université de Lyon 2, et je me rappelle encore mon directeur de l'Institut d'études germaniques me disait, mais on t'a donné le poste d'un Français. Donc, prends la nationalité française et comme ça, ta carrière est tracée. Je lui ai dit, vous savez, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas me débarrasser de la nationalité camerounaise. Et j'ai déjà refusé de prendre la nationalité allemande, j'avais 16 ans. Parce que quand je suis venu à Munich aussi, j'étais dans une famille allemande et ils m'ont dit, mais écoute, on va te donner la nationalité allemande et ça te permet vraiment de faire tout, de voyager. Voilà. Oui. Et je leur ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, compte tenu de ma naissance. Je suis le prince Bele, à moins qu'il n'y ait une double nationalité, mais le Cameroun n'acceptant pas la double nationalité, je ne peux pas. Alors vous savez, quand je suis rentré au Cameroun, à l'université de Lyon, de Yaoundé 1, quand j'ai eu mon bulletin de salaire, je suis allé voir l'intendant à l'époque. Je lui ai dit qu'ils ont fait une erreur sur mon bulletin de solde. Il m'a regardé, il me dit, vous les professeurs d'université, vous gagnez beaucoup d'argent et vous dites encore que j'ai fait une erreur. C'était le 5e
de ce que je gagnais à l'université de Lyon 2. Certains auraient réagi que non, je rentre. Bon, mais j'ai dit que de toute façon, quand j'enseignais à Lyon 2, parce que quand j'enseignais à Lyon, j'enseignais au département d'études germaniques, j'enseignais à l'Institut d'études politiques et j'enseignais à l'Université catholique, à l'Institut de sciences sociales. En termes de salaire, c'était le jour et la nuit, clairement. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je suis rentré au Cameroun parce que je dois donner ma part, former des Camerounais. Quand je suis à Lyon, ou plus tard quand je suis parti enseigner à Berlin, mais toute la salle, il n'y a que les blancs dedans. Et tu te dis, mais quand est-ce que je vais former les miens? Quand est-ce que je vais former les miens? Tu as 500 personnes qui sont devant toi là. Il n'y a même pas un Camerounais dedans. Là, je dis que non, je rentre. J'ai eu le même problème quand j'ai fait ce qu'on appelle une habilitation en sciences politiques à l'université de Berlin. Parce qu'après, bon, quand j'ai été à Yaoundé, je suis venu à Yaoundé, j'ai créé le département d'études germaniques. Il y a beaucoup de professeurs d'allemand aujourd'hui. Mais à l'époque, donc, parce que c'est John Moulet qui était venu me chercher à Lyon pour me dire qu'ils veulent ouvrir un département d'études germaniques, il faut que je vienne. Parce qu'il était secrétaire général de l'université de Yaoundé à l'époque. On a donc créé ce département, mais à un moment, il fallait quand même avoir un professeur d'université de rang magistral, c'est-à-dire qui peut discuter d'égal à égal avec les Allemands. C'est pour ça donc que j'ai été libéré pendant 2 ans par l'université de Yaoundé, pour aller à Berlin faire ce qu'on appelle une habilitation. Et j'ai fait l'habilitation en sciences politiques parce que je me suis dit que j'ai déjà un doctorat en histoire, j'ai déjà un doctorat en études germaniques et je veux comprendre d'autres choses. J'avais déjà aussi fait des études de sciences économiques, d'administration économique et sociale, mais à un niveau inférieur. Alors je me suis dit, avec tous ces éléments-là, je veux comprendre où va l'Afrique. Je veux comprendre où va l'Afrique et qu'est-ce que les autres font pour que l'Afrique ne puisse pas aller de l'avant. J'ai donc fait ma thèse d'habilitation sur la politique africaine de l'Allemagne, de l'Allemagne fédérale. Parce que je voulais savoir au niveau de qu'est-ce que les Européens en réalité font comme politique ici et est-ce que ça nous bloque ou est-ce que ça nous permet de rejaillir, d'avancer. C'était très triste ce que j'ai trouvé comme résultat. En réalité, tous ces pays occidentaux viennent ici pour chercher. Bon, c'est normal. Mais nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas la vision pour savoir comment nous défendre, pour qu'ils ne viennent pas chercher ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on échange, ils viennent tout simplement et ils prennent. Bon, je dis ça avec des mots très simples. Mais en réalité, c'est ça que j'avais trouvé. Et je me rappelle encore, ma femme à l'époque me dit, mais toi, tu es bizarre. Tu écris une thèse comme ça et tu sais très bien que ton jury n'est composé que de professeurs allemands. Et comment tu dis tout ce qui est négatif comme ça et toi tu crois que ils vont te donner cette habilitation là? Moi je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était à la maison. Je dis, c'est ça que moi j'ai trouvé, que leur politique là ne fait pas du bien aux pays africains. Effectivement, j'ai déposé ma thèse d'habilitation et j'ai fait ma conférence inaugurale et surprise, bon, bien sûr, le jury était à 100% allemand. Ils m'ont, comme ils disent dans leur classification là, c'était la meilleure. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné la meilleure classification, ce qu'ils appellent admis à l'unanimité et en première lecture. Alors, bien sûr, je ne me fais pas des amis. Souvent, à cause de ce que j'écris, je ne me fais pas beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que qu'est-ce que j'ai trouvé? Et ce que j'ai trouvé, je dois dire, actuellement, au niveau international, j'ai à peu près 150 publications, et des publications en français, en allemand, en anglais, en douala, etc. Mais dans ces 150 publications, il y a à peu près 72 livres. Je sais qu'au Cameroun, les Camerounais ne lisent pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est la course pour avoir un poste. Et si c'est possible, détourner l'argent le plus rapidement possible. Ça, c'est pas mon problème. Est-ce que je peux léguer à l'homme noir l'essentiel de ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que si l'Africain en est là aujourd'hui, c'est que il ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Vous avez des gens ici qui ont des doctorats, mais qui ne savent rien sur eux-mêmes, sur leur propre pays. Vous avez des gens qui ont fait de grandes études, parce que les programmes sont tels qu'ils sont. Un juriste va vous citer, il maîtrise la constitution de la 5e République. Un juriste camerounais, il va vous dire ce qui s'est passé au niveau de l'évolution des lois aux États-Unis. Mais ce même Camerounais sera incapable de vous dire comment dans sa région le droit était géré avant que les Blancs ne prennent ce pays. Il sera incapable. Alors,
Il est docteur de quoi? Docteur des sciences externes, certainement. Voilà, Prince Nkouma Ndoumbe III, vous avez eu un parcours suffisamment riche, parcours académique et professionnel, et vous décidez de rentrer au Cameroun pour créer Afrique Avenir. Afrique Avenir, c'est quoi? Quand je suis rentré au Cameroun en 1979, en octobre 1979, en devenant de Lyon, j'ai été très rapidement, en 1981, j'ai été élu président national des écrivains du Cameroun. C'était l'association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun qu'on appelait APEC. J'ai donc été élu président. Puisque je suis écrivain, je n'écris pas seulement les livres scientifiques, j'écris aussi des nouvelles, des théâtres, le roman, etc. Mon problème, c'était comment faire pour que le savoir, c'est-à-dire ce qui sort du génie africain, camerounais, puisse être connu et booster, aider à booster ce pays. Mais très rapidement, j'ai vu qu'on était confronté à des situations compliquées. Chaque fois que nous avions une réunion avec le ministre, à l'époque c'était le ministre de l'Information et de la Culture, pour lui dire, bon, pardon, faites quelque chose pour que les écrivains camerounais soient connus, leurs livres soient vendus, qu'ils soient achetés, qu'ils puissent faire des cérémonies de dédicaces, etc. Très rapidement, la question revenait, bon, si on vous donne ça, qu'est-ce que vous allez faire pour le gouvernement? Et très rapidement, souvent les ministres nous disaient, mais vous là, avec vos textes là, il faut louer le président de la République. Comme ça, on va vous financer, on va vous donner les salles pour faire les spectacles. Ouais, je dis que comment? L'écrivain qui aime le président, on n'a pas besoin de lui demander. Lui-même, il va écrire simplement. Mais le génie ne fonctionne pas comme ça. Si vous dites aux écrivains, bon, si tu ne loues pas le président de la République, tu ne seras pas publié, il va faire l'autocensure. Il va vous produire ce qui va vous plaire, mais qui est médiocre au niveau de la littérature et qui sera seulement là pendant un certain temps, mais après ça va disparaître. On n'a pas pu s'entendre et un jour j'ai dit, ok, moi il faut que je crée un centre de communication où tout ce qui travaille, c'est-à-dire où le génie camerounais peut exceller, créer un centre où ils viennent s'exprimer. C'est comme ça qu'est née l'idée d'Afrique Avenir. Et c'est comme ça, maintenant il fallait trouver un espace, il fallait trouver des moyens. Moi, je n'étais pas un mécène. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le terrain familial, j'ai discuté avec la famille, qu'on me cède les 2300 mètres carrés sur lesquels est assise aujourd'hui la Fondation Afrique Avenir. La famille me traitait pour un fou. Il disait, mais les autres font des studios, toi tu veux faire des choses pour que les gens viennent lire, s'informer, et ça va te rapporter quoi? Mais j'ai dit, mais si je ne fais pas, puisque je vois que personne ne fait, il faut bien que quelqu'un un jour commence à faire. Peut-être qu'un jour, comme ça, le gouvernement lui va faire ça un peu partout. J'ai marché, comme on dit chez nous, comme un baméleke, avec 2 pantalons pendant 2 ans pour construire cette fondation. Parce que je n'avais pas l'argent. Avec mon argent de l'université de Yaoundé, là, qui était le 5e ou le 6e de ce que je gagnais en France. Comme la famille m'a donc a accepté que je prenne les 2300 mètres carrés là, c'est comme ça que cette fondation, petit à petit, vous pouvez venir aujourd'hui et voir cette fondation, qui a une bibliothèque Cheikh Anta Diop, où les gens viennent vraiment du monde entier, des États-Unis, de France, d'Allemagne, pour travailler dedans. C'est les Camerounais qui passent devant, qui ne savent pas ce qu'on fait ici. Les gens viennent d'ailleurs pour venir puiser les richesses ici au Cameroun. À Bonaberi, les gens m'ont dit, Tété, wape wa taxi epsogita, kalatina kat la bola monji. Wele epsom belam, au mende gen epsom. Ils me disent, mais toi, tu nous déranges. Tu mets une bibliothèque, les choses comme ça. On fait quoi avec ça? Mets-nous la boisson là, tu vas nous voir, on va venir. Mais tant qu'avec tes livres là, tu veux qu'on vienne faire quoi ici? Mais pourquoi l'avoir appelé Afrique Avenir? Parce que vous pensez que c'est l'avenir de l'Afrique? L'Afrique est en mouvement et l'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. J'ai écrit un livre en langue allemande que j'ai publié en 2005 avec le titre Afrika ist im Aufbruch, Afrika ist die Zukunft. C'est-à-dire, l'Afrique est en marche, l'avenir c'est l'Afrique. Et puis, les Allemands se sont moqués de moi. Ils disent, ouais, moi ce type-là. Il dit que l'Afrique des enfants au ventre gonflé, l'Afrique des guerres, l'Afrique des misères. Mais si vous voyez bien, le président des États-Unis, c'est l'enfant d'un Africain. Comme si moi, mon enfant devenait chancelier en Allemagne. Ce n'est pas l'arrière petit-fils. C'est l'enfant d'un Africain. Regardez en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Quel est l'homme politique qui est respecté, admiré, adulé dans le monde entier comme ce noir-là? L'Afrique a beaucoup souffert, mais l'Afrique est en train de venir. C'est pour ça que j'insiste que
Il faut que le génie africain soit libéré et qu'on mette à la disposition des Africains ce que le génie africain produit. Les autres nous font une guerre terrible. La guerre, c'est quoi? Il faut que nos enfants et nos arrière-petits-enfants aient dans leur tête et dans leur esprit ce qui vient d'ailleurs. Il ne faut pas qu'ils s'accaparent des génies véritablement africains. Mais vous savez, il y a un temps pour tout. Le temps de l'Afrique est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette fondation Afrique à venir. C'est l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens volent ce nom. Même ici au Cameroun, même en France, les gens volent ce nom pour utiliser. Mais ils n'ont qu'à voler. On vole les choses qui sont précieuses. Mais nous allons continuer. Et ce que nous faisons, on sait que personne d'autre ne peut faire ça. À découvert, Sandra vous fait découvrir une face autre de l'invité. À découvert vous révèle exactement ce que vous pensez savoir. À découvert. Prince, ce soir, vous avez l'opportunité de vous adresser à nos auditeurs, ces jeunes qui vous écoutent, ces grands-pères, ces grands-mères, ces dames, ces vieux. Dites-leur, Afrique à venir, cette bibliothèque, elle sert à quoi exactement? Cette bibliothèque s'appelle Bibliothèque Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Oui, à l'intérieur de la Fondation Afrique à venir. Ce que nous avons rassemblé ici, c'est qu'il faut que quand tu viens, tu trouves tes origines, tu trouves tes sources. Tu trouves ce qu'on t'a caché, même si tu es docteur, que tu trouves ce que, depuis que tu vas à l'école, on t'a caché. Quand j'ai décidé que je ne reste plus en Allemagne, et que je ne fais plus tous ces va-et-vient là, je rentre au Cameroun pour enseigner définitivement seulement au Cameroun. Mes étudiants ont dit non, alors on va créer Afrique à venir ici à Berlin. Parce que ce savoir-là, nous, on veut continuer à avoir ça ici à Berlin. Et ce sont des blancs, hein, c'est pas des noirs. Ici, vous allez trouver... si vous êtes Douala, par exemple, comme on est à Douala, les manuscrits que vos pères ont laissés, c'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient comme savoir, 1880, etc., on a rassemblé, on a apporté ça des bibliothèques du monde, on a mis ici. Si vous êtes Bamileke, si vous êtes Béti, vous allez trouver des choses que vous n'avez jamais vues, de 1910 et 1880, etc., dans votre propre langue. Mais l'Afrique, c'est la modernité aussi, les défis d'aujourd'hui. Par exemple, vous allez trouver des livres sur la Chine. Qu'est-ce que la Chine vient chercher ici? Comment ils font? Comment les Américains font? Pourquoi ils assassinent Kadhafi, etc. Vous allez trouver toute cette documentation ici à la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Parce que ce qui est bizarre, il y a un étudiant de droit, 4e année de droit, qui est encore ici, université de droit là. Il découvre les livres ici, il ouvre les yeux. Mais je dis, mais comment? Tu n'as pas vu ça dans ta bibliothèque là-bas à l'université de droit? Il dit non, il n'a jamais vu ce genre de livre. Pourtant, ces bibliothèques-là ont de gros budgets. Nous, on n'a même pas de budget ici. Mais en tout cas, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que il fallait garder un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi un site internet. Nous avons même 2 sites internet. Et ces 2 sites internet doivent servir un peu aussi de bibliothèque. Le site internet www.afriqueavenir.org, mais Afrique avec C, écrit avec Africa, avec CA, Afrique à venir. Et là, les gens, vous allez trouver tellement d'informations, et surtout ce que nous faisons aussi dans les autres sections d'Afrique à venir. Vous vous rendez compte que quand vous entrez sur ce site, vous ne pouvez même pas imaginer que ce sont les Blancs qui font ce site. Mais ce sont les Blancs que j'ai formés, c'est-à-dire à Berlin. Et ce qui est alors extraordinaire, c'est que Afrique à venir à Namibie, Windhoek, c'est un de mes étudiants allemands de Berlin qui est allé créer Afrique à venir. Quand on l'a... Alors, ça c'est encore une histoire très intéressante. Voilà un monsieur, Christian Manke, qui travaille à l'ambassade d'Allemagne de Windhoek. Et c'est là-bas qu'il dit que maintenant, comment ici, il n'y a même pas Afrique à venir. Avec tout ce que lui, il a appris à Berlin. Et il décide donc avec des Namibiens de créer Afrique à venir. Jusqu'à ce que l'an dernier, il y ait même un conflit. Parce que l'ambassadeur lui dit, mais comment? Toi, tu travailles pour les Africains là. Afrique à venir, mais est-ce que ça c'est la politique allemande? Tu es membre de l'ambassade allemande, tu dois travailler pour la politique allemande. Cette Afrique à venir là, ce n'est pas la politique allemande. Donc tu dois choisir. Il a fallu qu'une délégation vienne de Berlin pour ce conflit à l'ambassade à Windhoek. Bon, finalement, la délégation a dit que non, le gars il fait Afrique à venir dans son temps privé. Ce n'est pas pendant les heures de travail. Les heures de travail. La réalité, c'est que l'ambassadeur n'en pouvait plus. Il lui a dit, tu démissionnes. Alors il a dit, d'accord, moi je démissionne. Je préfère faire Afrique à venir que de continuer à travailler à l'ambassade. Vous pouvez avoir un Camerounais qui fait ça? Pas du tout. Prince, est-ce qu'on retient donc qu'Afrique à venir, c'est uniquement les bibliothèques dans plusieurs pays? Mais non, pas du tout.
pas du tout. Afrique à venir fait aussi dans quoi? Mais en Namibie, par exemple, nous faisons beaucoup dans le cinéma. Le cinéma africain, nous avons un stock de pratiquement ici 120 films que les Africains ont fait ici à Bonabéry. Mais je peux dire que nous, on n'arrive même pas à les projeter parce qu'on ne peut pas payer les droits. Et je suis allé à Berlin il y a 3 semaines. Il fallait voir, la salle de cinéma était archi pleine quand Afrique à venir a projeté le film sur Thomas Sankara. Il n'y avait même pas une place assise. Qui est resté. Le gars qui est en Namibie, il fait beaucoup dans le cinéma africain. Non seulement il projette le cinéma africain, mais aujourd'hui, je ne sais pas si le festival du film du Nigeria là est déjà terminé. On l'a appelé pour être membre du jury. Membre du jury. Il va en Égypte pour organiser le cinéma africain en Égypte en accord avec le gouvernement nigérien. C'est qu'on fait dans beaucoup de choses. Nous avons une maison d'édition. Nous avons une maison. Je sais que si on voit que vous avez des idées très bonnes, on dit apporte ton livre. Et ce livre-là, on le publie. Vous voyez comme ce livre-là du Congolais, Pini Pini Nsasai. Ça, c'est un abbé qui est en Belgique, qui travaille en Belgique et qui est responsable de 5 paroisses belges. Ce monsieur écrit donc son livre, La mission civilisatrice au Congo. Il dit ce qui s'est passé pendant la période coloniale au Congo. Et surtout, quel est le rôle négatif que l'Église catholique a joué au Congo. Conséquence, l'évêque de Namur, qui est donc son patron, le met à la porte. C'est un livre que nous avons présenté au Salon du Livre de Paris au mois de mars de cette année, parce que nos auteurs, on les amène dans les salons du livre au niveau international, à Genève, à Paris, à Francfort, etc. Il a mis à la porte parce que cet abbé-là, l'abbé Pini Pini Nsasai, a osé dire dans son livre ce que l'Église catholique belge a fait de mal au Congo. Et c'est un pays où on dit qu'il y a les droits de l'homme, à Belgique. Il n'y a pas la censure en Belgique. Donc, c'est ça que nous, on veut faire comprendre aux Africains que, attention, vous avez, c'est-à-dire que nous sommes en mouvement. Et encore une fois, l'Afrique, c'est l'avenir. N'oubliez pas que, avant 1950, on était seulement quelques centaines de millions. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard, les Africains. Dans quelques années, en 2050, nous serons 2 milliards 400 millions d'habitants. Et tenez-vous bien, en 2100, nous serons plus de 4 milliards d'habitants. Et sur combien d'habitants sur la Terre? Nous sommes à peu près 4,2 milliards d'habitants sur une population de 11 milliards mondiale. Ça veut dire que les Africains représentent une grosse majorité. Une majorité déterminante. Voilà. Donc, il faut que ces Africains-là, leur tête soit bien faite. Parce que ce que les autres, la lutte des autres, c'est détourner ta tête, détourner ton esprit pour que tu sois leur esclave. Donc, c'est ça que le travail, je dédie ma vie à ce travail-là, de permettre aux Africains d'avoir des repères qui leur permettent de bondir. Parce que la responsabilité, quand vous êtes 4 milliards sur 11 milliards d'habitants sur la Terre, mais il ne faut pas que vous fassiez n'importe quoi. Et il faut que vous soyez bien assis. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance, d'avoir été élevé comme un prince Sawa. C'est-à-dire qu'il a ses racines, mais en même temps de faire l'école occidentale, mais qui n'a pas réussi à me détourner. À découvert, Sandra vous fait découvrir une face autre de l'invité. À découvert vous révèle exactement ce que vous pensez savoir. Voilà, Prince, vous le dites si bien, Prince Nkouma Ndoumbe III, vous n'êtes pas seulement un historien, mais vous êtes aussi un patriarche de la ville de Douala, principalement de la région ou alors de la localité de Bonabéry. Vous avez vu le premier pont sur le Vouri, maintenant vous allez voir la construction du deuxième pont sur le Vouri. C'est quoi l'histoire? Oui, j'ai vu la construction du premier pont, puisque là où est la fondation aujourd'hui, notre maison, c'était la dernière maison à Bonabéry. C'est-à-dire quand vous veniez de l'autre côté, il n'y avait pas de pont, il y avait on traversait avec ce qu'on appelait des chaloupes. Des chaloupes, c'est-à-dire que même avec votre vélo, vous vous mettez là et c'est avec ça que vous traversez. Et il y avait un grand port ici à Bonabéry, un port d'exportation. Toutes les bananes, tout ce qui venait de l'ouest, du Mungo, etc., ça atterrissait ici à Bonabéry, on mettait directement dans les bateaux. Il n'y avait pas de pont, il n'était pas question d'aller de l'autre côté. Bon, quand on a donc commencé en 1952 à faire ce pont qui a été inauguré en 1955, nous avons vu et on a commencé à traverser. Moi, j'ai fait ma classe de 5e ici à Saké.
j'allais avec mon vélo déjà. Donc c'était quelque chose de sensationnel. Mais vous savez, puis cette année-là, nous sommes en 2013, vraiment le Cameroun a dormi. Et heureusement maintenant que les choses se sont réveillées, le président de la République vient pour inaugurer le deuxième pont. Parce que le pont, ce n'est pas seulement pour Douala, c'est pour tout le Cameroun et c'est pour toute l'Afrique centrale. Et je pense donc que ce deuxième pont qui va venir là va beaucoup soulager. J'ai seulement peur qu'il ne soit dépassé très vite. Parce que je vous ai dit comment la population africaine est en train d'évoluer. Vous vous rendez compte que nous sommes aujourd'hui 1 milliard, n'est-ce pas? Et dans 37 ans, la population là va doubler. Plus de 2 milliards. Donc, mais quand on fait des infrastructures comme ça, il faut tenir compte aussi de ce genre d'évolution. Donc, il risque d'être dépassé très rapidement. Il ne faudra pas s'arrêter à un deuxième pont. Il faudra sûrement penser déjà aujourd'hui à faire un troisième, un quatrième pont. C'est important parce que c'est ça qui booste l'économie. Et quelles sont vos impressions, vous, en tant qu'autorité du peuple Sawa, quand vous avez vu le chef de l'État ici en 1983 et vous l'avez encore vu récemment en 2013 à Douala? Quelles sont vos impressions? Vous savez, quand le président Biya est venu ici en 1983, le 24 février 1983, c'est-à-dire il y a 30 ans, les dignitaires Sawa lui ont dit que ce discours nouveau qu'il apporte, il accepte, il est très important et que la responsabilité des dignitaires Sawa, c'est donner l'encadrement profond au président pour qu'il puisse avoir la force d'imposer ce discours dans les réalités, dans les faits. Parce que dans la tradition, on vous donne une fois. Dans la tradition, on ne donne pas 2 fois. Même quand on envoie une fille en mariage, on dit que Bissot Dignon dit d'ici ma dos à paix. C'est que quand on a déjà bu, on ne vomit pas ce qu'on a déjà bu. Donc quand vous donnez un encadrement profond, c'est pour que cette personne qui bénéficie de cet encadrement ait vraiment la force profonde pour réaliser. Bon, mais nous sommes tous des humains, avec des hauts et des bas. Alors, aujourd'hui que le président est revenu, en gros, ce que nous souhaitons, c'est que ce discours qu'il a apporté depuis le début, même si peut-être il n'a pas eu les hommes qu'il fallait pour mettre en application ce discours, qu'il profite de ce qu'on lui a donné pour trouver les hommes qu'il lui faut, pour que ce discours qu'il a apporté nous permette de booster ce pays, de rester unis. Nous sommes restés unis, d'avoir la paix. Nous avons pu avoir la paix, et parce que nous avons beaucoup insisté là-dessus en 1983, de rester unis et d'avoir la paix, mais surtout maintenant de booster l'économie du Cameroun pour que les gens se sentent bien. Le Cameroun, il est inadmissible qu'un pays aussi riche, il y ait des gens pauvres. Mais je pense que ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est chacun à son niveau qui doit se mettre au travail et arrêter ces histoires de corruption-là. Pardon, c'est trop. Vous seul, vous êtes enseignant, vous êtes écrivain, vous êtes promoteur. Comment faites-vous pour gérer toutes ces casquettes? Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre. Et il m'a envoyé pour naître ici avec des parents. Tout ce que je leur demande à mes parents, c'est de me donner l'encadrement nécessaire et à Dieu de me guider pour savoir ce qu'il m'a envoyé faire sur cette terre. Donc je fais avec la force qu'il me donne. Je fais avec l'encadrement que mes pères et mes mères me donnent. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu faire tout ça, mais je l'ai fait. Si aujourd'hui, il y a ces 150 publications qui existent, mais il n'y a pas que les publications. Nous faisons aussi beaucoup de films, de vidéos sur ce que je fais. Sur YouTube, il y a, je crois, actuellement 53 vidéos de ce que je fais, de ce que je pense. Donc, cette petite contribution-là... Est-ce parce que vous avez compris que les enfants, les jeunes, les adolescents ne lisent plus? Pas qu'ils ne lisent plus, ils n'ont jamais lu. Et j'ai compris très rapidement que quand je publie un livre, c'est les Blancs qui se bousculent pour l'acheter et pour le lire. Et je pleure, je dis que mais comment? J'ai écrit pour qui? J'écris pour mes gens. Bon, alors, j'ai commencé donc à faire des vidéos. Voilà. J'ai commencé donc à faire des vidéos et à mettre ces vidéos sur YouTube pour que et effectivement, ce qui est extraordinaire, quand je vais aux États-Unis, quand je vais en France, en Allemagne, etc., quand les Africains viennent me dire, ils me disent, je vous ai découvert par vos vidéos. Et ils tremblent presque en disant, mais que, bon, heureusement que je vous ai vu aujourd'hui et on parle. Mais ce n'est pas les vidéos. Parce que l'Africain, c'est le visuel, c'est ce qui a rapport au sens, le visuel, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut mettre dans la langue. C'est pour ça que la nourriture, c'est très important pour nous. Mais moi, je dis que, vous savez, le livre est incontournable. C'est-à-dire le savoir essentiel est incontournable. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas riche, mais je suis très riche. Parce que je peux être ici aujourd'hui
demain, vous êtes journaliste de la CRTV. Dès que je viens en Allemagne, c'est les journalistes allemands qui viennent. Et quand je vais aux États-Unis, c'est les journalistes américains. C'est une richesse. Et je n'ai pas besoin de traducteur. On parle dans leur langue. Quand je viens quelque part, je parle dans la langue et je crois que je touche les cœurs. Et c'est ça, c'est un don de Dieu. Et je dis au Seigneur merci. L'essentiel, ce que je veux, c'est que les gens soient quand même dans la lumière, qu'ils soient dans la paix. Et que ce que Dieu leur a donné, qu'ils découvrent ce que Dieu leur a donné pour qu'ils puissent vraiment utiliser pour eux-mêmes. Et dans cette utilisation, ils vont glorifier celui qui leur a donné, c'est-à-dire le Seigneur Tout-Puissant. Prince, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites? Ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'arrive à léguer un héritage. Pour ceux que je rencontre, pour ceux que je ne connais pas, dans tout ce que je fais, je crois que... vous savez, quand vous avez des Blancs qui viennent me dire « Merci d'avoir écrit ce livre. Il a changé ma vie. » Stéphane Tchakam, de regretter, mais moi, un jour me dit « Mais professeur, vous avez changé ma vie. » Je dis « Oui, comment? Vous n'étiez ni mon étudiant, vous n'avez même pas été à Afrique Avenir. » Il a dit « Non. » Le simple fait de couvrir les événements à Afrique Avenir, ça a changé les lectures que je fais, ça a changé ma façon d'écrire, ça a changé la musique que j'écoute. C'est ce que Stéphane Tchakam m'a dit. Donc, c'est tout ça qui me plaît. C'est-à-dire de permettre à chacun de découvrir ce que Dieu lui a donné et qui est ancré dans lui-même et qui n'avait pas vraiment pu trouver. Et quand je vois que, indépendamment des nationalités et de la couleur de la peau, c'est ces réactions souvent qui viennent à moi. Je dis que, ok Seigneur, je crois que si c'est ça, c'est que je suis en train de faire ce que tu m'as demandé de faire. Voilà, Prince, en tant que patriarche, en tant qu'écrivain, en tant que promoteur, qu'est-ce qui vous choque le plus? L'imbécilité et l'égoïsme. Parce que l'égoïsme conduit les gens à croire que ce n'est que quand ils pensent à eux-mêmes qu'ils vont aller plus loin. Ça, c'est un manque d'intelligence. C'est ça qui me désespère. C'est ça qui me désespère. Et quand je vois que les jeunes, c'est ça qu'ils ont comme modèle, que vraiment il faut avoir un parking à la maison, de voitures flambant neuves qui coûtent tant. Et cette personne ne peut entrer avec son corps que dans une voiture. Je dis, mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Donc, je crois que ce mur de compréhension, peut-être que si un jour, Dieu nous permet que ce mur-là, on l'enlève pour que tu comprennes que non, Dieu t'a tout donné, il a tout préparé pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller même prendre ce que tu as donné à ton frère. Laisse ton frère tranquille, laisse-le utiliser ce que Dieu lui a donné. Ou bien laisse ton pays voisin, l'autre pays utiliser. Vous pouvez vous échanger. Et je crois que le monde ira mieux. Donc pour moi, c'est cette imbécilité et cet égoïsme, cet individualisme qui est contraire à la tradition africaine. L'Afrique, c'est le partage. L'Afrique, c'est échanger. Tu as ça, je viens chez toi, j'utilise. Tu viens chez moi, tu utilises aussi. Et l'Afrique moderne, on doit donc trouver des formules de ce partage-là, parce que c'est ça qui est Afrique. À bon entendeur, salut. Prince Nkouma Ndoumbe III, votre mot de fin? Je souhaite bonne chance à mon pays, le Cameroun. Mais le Cameroun doit comprendre que ce n'est que l'Afrique unie qui est l'avenir de l'Afrique. Et nous avons besoin de cette Afrique unie. Nous avons besoin d'une monnaie africaine et non plus CFA. CFA, ça veut dire comptoir français d'Afrique. Ensuite, on a transformé ça en colonie française d'Afrique. Maintenant, chacun donne sa dénomination. Il faut arrêter ça. Nous devons être unis. Merci à vous, Prince. C'est moi qui vous remercie. Prince Nkouma Ndoumbe III était notre invité à Découvert ce soir. Découvert.